Il l'avait engagée pour sauver son restaurant étoilé au bord de la faillite. Une cuisinière de 60 ans, sans diplôme, venue d'un petit village de Provence, dont les plats avaient le pouvoir de faire pleurer les clients les plus endurcis. Ce qu'Étienne Beaumont, 42 ans, héritier d'un empire gastronomique lyonnais, ne savait pas, c'est que cette femme aux mains usées par le travail portait un secret vieux de 4 décennies. Un secret qu'elle avait juré de ne jamais révéler. Mais la vie a une façon cruelle de déterrer ce qu'on enterre. Quand Étienne a découvert que Thérèse, cette cuisinière qu'il admirait tant, était en réalité la mère qui l'avait abandonné à la naissance, son monde s'est effondré. Tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même, sur sa famille adoptive, sur les raisons de son adoption, tout était un mensonge. Et le pire, cette révélation est arrivée au moment où il devait prendre la décision la plus difficile de sa vie professionnelle. Une décision qui allait déterminer le sort de centaines d'employés, de sa réputation et peut-être de son âme. Cette histoire va vous montrer que parfois, les personnes qui nous sauvent sont celles que nous avons le plus de raisons de détester. Elle va vous révéler comment un plat peut contenir plus de vérité que 1000 mots. Et elle va vous prouver que le pardon, comme la cuisine, demande du temps, de la patience et beaucoup de courage. Si ces mots éveillent quelque chose en vous, c'est peut-être parce que vous aussi, vous portez des questions sans réponse sur votre passé. Cette chaîne existe pour partager ces histoires qui nous rappellent que derrière chaque visage se cache une vie entière de joie et de souffrance. Si vous sentez que ce récit vous appelle, restez avec nous. Chaque histoire ici est une invitation à regarder la vie avec plus de compassion et de compréhension. Je m'appelle Étienne Beaumont et jusqu'à mes 42 ans, je pensais savoir exactement qui j'étais. Fils adoptif de Maurice et Hélène Beaumont, héritier du groupe Beaumont Gastronomie, propriétaire de 7 restaurants dont 2 étoilés Michelin et accessoirement un homme au bord du gouffre. Mon histoire a vraiment commencé ce matin de septembre où tout semblait s'effondrer. J'étais assis dans mon bureau du restaurant La Maison Beaumont, notre navire amiral situé dans le Vieux-Lyon, regardant les chiffres défiler sur mon écran. Des chiffres rouges, partout. Des pertes qui s'accumulaient depuis 3 ans. Une réputation qui s'effilochait comme un vieux torchon. Mon père adoptif, Maurice, était mort 2 ans plus tôt, emportant avec lui les secrets de sa cuisine légendaire. Ma mère adoptive, Hélène, l'avait suivi 6 mois après, incapable de vivre sans lui. Et moi, leur fils unique, je me retrouvais à la tête d'un empire qui prenait l'eau de toutes parts. Le critique du Monde avait été impitoyable dans son dernier article. « La maison Beaumont a perdu son âme », avait-il écrit. Les plats sont techniquement parfaits, mais manquent de cette chaleur qui faisait la signature de Maurice Beaumont. On mange bien, mais on ne ressent plus rien. Ces mots m'avaient blessé plus que je ne voulais l'admettre. Parce qu'ils étaient vrais, j'avais tout essayé. Engager des chefs étoilés, modifier les menus, rénover les salles. Rien ne fonctionnait. Les clients venaient par nostalgie, mais ne revenaient pas. Les réservations diminuaient mois après mois. Et les créanciers commençaient à s'impatienter. Ce matin-là, mon associé principal, Grégoire Vasseur, est entré dans mon bureau avec une proposition que je n'attendais pas. « Étienne, j'ai peut-être trouvé une solution », a-t-il dit en s'asseyant face à moi. Une cuisinière. Elle n'a pas de formation classique, pas de diplôme, mais j'ai goûté sa cuisine dans un petit restaurant de Gordes, en Provence. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'ai soupiré. Grégoire, on a essayé 3 chefs étoilés en 2 ans. Qu'est-ce qu'une cuisinière de campagne pourrait changer? Il m'a regardé avec cette expression qu'il prenait quand il était sûr de quelque chose. Fais-moi confiance. Elle s'appelle Thérèse Blanchard. Elle a 60 ans, elle a travaillé toute sa vie dans de petits établissements, et sa cuisine a quelque chose que je n'ai jamais goûté ailleurs. Une âme, une âme. C'était exactement ce que le critique disait nous manquer. J'ai accepté de la rencontrer, plus par désespoir que par conviction. 3 jours plus tard, elle est arrivée à Lyon. Je me souviens de ce premier regard. Une femme de taille moyenne, les cheveux gris noués en chignon, les mains calleuses, le dos légèrement voûté. Elle portait une robe simple et un tablier qu'elle avait visiblement apporté de chez elle. Rien dans son apparence ne suggérait qu'elle pouvait sauver un restaurant étoilé. Mais ses yeux m'ont troublé dès le premier instant. Ils avaient quelque chose de familier, une profondeur que je ne parvenais pas à définir.
Elle m'a regardé longuement avant de parler, comme si elle cherchait quelque chose dans mes traits. « Monsieur Beaumont », a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme, « je ne suis pas une chef étoilée. Je suis juste une femme qui cuisine avec son cœur. Si c'est ce que vous cherchez, je peux essayer de vous aider. » Les premiers jours de Thérèse à la maison Beaumont furent une révélation. Elle ne ressemblait à aucun chef que j'avais connu. Pas de cris, pas de stress, pas de démonstration d'ego. Elle arrivait à l'aube, inspectait les produits avec une attention presque religieuse, puis commençait à cuisiner dans un silence concentré. Sa méthode était déroutante. Elle refusait de suivre les recettes établies, préférant créer en fonction de ce qu'elle trouvait au marché. Elle parlait aux légumes, murmurait des prières au-dessus de ses casseroles et goûtait chaque plat des dizaines de fois avant de le déclarer prêt. Le personnel était sceptique au début. Certains la regardaient avec condescendance, cette vieille femme qui osait prendre la place de chef diplômé. Mais quand ils ont goûté son premier plat, un simple poulet rôti aux herbes de Provence, le silence s'est fait. C'était comme si on avait retrouvé quelque chose qu'on ne savait même pas avoir perdu. Un goût d'enfance, de dimanche en famille, de moments précieux. Le poulet était parfait techniquement, mais surtout, il racontait une histoire. J'ai moi-même été bouleversé. En fermant les yeux, j'ai eu la sensation étrange de reconnaître cette saveur. Comme un souvenir enfoui qui remontait à la surface sans que je puisse l'identifier. « Vous avez du talent, Madame Blanchard », ai-je dit en reposant ma fourchette. « Beaucoup de talent. » Elle m'a souri, mais j'ai cru voir une ombre de tristesse dans son regard. « Merci, Monsieur Beaumont. La cuisine, c'est tout ce que j'ai. » Les semaines suivantes, les choses ont commencé à changer. Les critiques revenaient, intrigués par les rumeurs. Les clients parlaient entre eux. Les réservations augmentaient doucement. La maison Beaumont reprenait vie. Mais ce n'était pas seulement le restaurant qui changeait. C'était moi. Je me surprenais à passer des heures dans la cuisine, à observer Thérèse travailler. Elle avait une façon de me regarder qui me troublait, une attention particulière qu'elle ne semblait accorder qu'à moi. Quand je lui posais des questions sur sa vie, elle répondait évasivement, changeant de sujet avec une habileté qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Un soir, après le service, je l'ai trouvée seule dans la cuisine, en train de nettoyer son plan de travail. Elle pleurait en silence. « Madame Blanchard, tout va bien ?» ai-je demandé, inquiet. Elle a sursauté, s'est essuyé les yeux rapidement. « Oui, oui. C'est juste la fatigue. Excusez-moi. Mais je voyais bien que c'était autre chose. Quelque chose de profond, de douloureux. Vous savez, ai-je dit en m'asseyant sur un tabouret, je suis adopté. Mes parents m'ont recueilli quand j'avais quelques jours. Ils ne m'ont jamais caché la vérité, mais ils n'ont jamais voulu me dire qui étaient mes parents biologiques. Parfois, je me demande ce qu'ils sont devenus s'ils pensent à moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être parce que la nuit était calme. Peut-être parce que Thérèse avait créé une atmosphère de confiance que je n'avais jamais ressentie avec personne. Elle s'est figée. Sa main s'est crispée sur le torchon qu'elle tenait. Pendant un instant qui m'a semblé durer une éternité, elle n'a pas bougé. Puis elle a murmuré, si bas que j'ai à peine entendu. « Les parents biologiques pensent toujours à leurs enfants, Monsieur Beaumont. Toujours. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a glacé le sang. Une intensité, une douleur si palpable que j'ai failli reculer. Avant que je puisse répondre, elle a attrapé son sac et s'est précipitée vers la sortie, me laissant seul avec une question qui allait me hanter pendant des jours. Les semaines passaient et ma curiosité grandissait. Il y avait trop de coïncidences, trop de moments étranges pour que je les ignore. La façon dont Thérèse me regardait parfois, avec une tendresse qui dépassait largement la relation employeur-employé. Sa connaissance inexplicable de certains de mes goûts, de mes allergies alimentaires. Et surtout, cette sensation persistante que nous nous connaissions depuis toujours. J'ai commencé à faire des recherches. Discrètement, sans en parler à personne. J'ai engagé un détective privé pour retrouver la trace de mes parents biologiques. Quelque chose que je n'avais jamais osé faire du vivant de mes parents adoptifs. Les résultats sont arrivés 3 semaines plus tard, dans une enveloppe marron que j'ai ouverte, les mains tremblantes. Ma mère biologique s'appelait Thérèse Blanchard. Elle avait 18 ans quand elle m'avait mise au monde à l'hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon. Elle était seule, sans ressources, abandonnée par le père de l'enfant.
Elle avait signé les papiers d'abandon le lendemain de l'accouchement, convaincue qu'elle ne pourrait jamais m'offrir une vie décente. Le dossier contenait une photo d'elle à l'époque. Une jeune femme aux yeux sombres, le regard hanté par la culpabilité et le chagrin. Les mêmes yeux que je voyais chaque jour dans ma cuisine. J'ai dû m'asseoir pour ne pas tomber. Thérèse, la cuisinière que j'avais engagée pour sauver mon restaurant, était ma mère. Ma vraie mère. Celle qui m'avait abandonné 42 ans plus tôt. Pendant des jours, je n'ai pas su comment réagir. Je l'évitais, prétextant des réunions et des obligations. Chaque fois que je la croisais, je sentais la colère monter en moi. Comment avait-elle osé revenir dans ma vie sans me dire la vérité? Était-ce une manipulation? Cherchait-elle mon argent? Mais en même temps, je voyais sa façon de travailler, son dévouement total, sa générosité envers le personnel. Je voyais qu'elle ne demandait jamais rien pour elle-même, qu'elle refusait même les pourboires que les clients lui laissaient parfois. Un soir, n'y tenant plus, je l'ai convoquée dans mon bureau après le service. « Madame Blanchard », ai-je dit d'une voix que j'espérais neutre, « j'ai quelque chose à vous demander. » Elle s'est assise face à moi, les mains croisées sur ses genoux, l'air inquiet. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu travailler ici ?» Elle a pâli. « Je ne comprends pas votre question, monsieur Beaumont. » J'ai sorti le dossier du détective et l'ai posé sur le bureau entre nous. « Je sais qui vous êtes, Thérèse. Je sais tout. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle a regardé le dossier, puis moi, puis de nouveau le dossier. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Depuis combien de temps ?» a-t-elle murmuré. « 3 jours. » Elle a fermé les yeux, comme si elle encaissait un coup. Quand elle les a rouverts, il y avait une résignation infinie dans son regard. « Je ne suis pas venue pour l'argent, a-t-elle dit. Je ne suis pas venue pour me faire pardonner. Je suis venue parce que je voulais te voir une dernière fois. Te connaître, même de loin. Et quand j'ai su que ton restaurant était en difficulté, j'ai pensé que peut-être je pouvais t'aider. C'est la seule chose que je sais faire, cuisiner. » Les jours suivants furent un enfer silencieux. Je ne savais pas comment gérer cette situation, comment réconcilier la colère que je ressentais avec l'admiration que j'avais développée pour Thérèse avant de connaître la vérité. Elle continuait à travailler, plus discrète que jamais, évitant mon regard, se faisant toute petite dans les coins de la cuisine. Un matin, je l'ai trouvée en train de préparer un plat que je ne reconnaissais pas. C'était une sorte de gratin de légumes avec des herbes que je n'avais jamais vues dans notre cuisine. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé malgré moi. Elle a sursauté. C'est un plat que ma mère me préparait quand j'étais petite. Elle l'appelait le gratin du réconfort. Elle le faisait chaque fois que j'étais triste ou malade. Elle a fait une pause, puis a ajouté doucement. « Je le préparais pour toi quand tu étais bébé. Les 3 jours où je t'ai gardé avant de signer les papiers. Je voulais que tu connaisses le goût de l'amour maternel, même si tu ne t'en souviendrais jamais. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Elle m'avait gardé 3 jours. 3 jours pendant lesquels elle m'avait cuisiné ce plat, m'avait bercé, m'avait aimé avant de me laisser partir. « Pourquoi ?» ai-je demandé, la voix étranglée. « Pourquoi m'avoir abandonné si vous m'aimiez ?» Elle a posé sa cuillère et m'a regardé en face pour la première fois depuis ma découverte. J'avais 18 ans. Pas de travail, pas de famille, pas d'argent. Le père, un étudiant en médecine, avait disparu dès qu'il avait appris ma grossesse. J'habitais dans une chambre de bonne sans chauffage. Je ne mangeais pas tous les jours. Elle a inspiré profondément. L'assistante sociale m'a montré le dossier de tes parents adoptifs. Maurice et Hélène Beaumont, un couple aimant, stable, propriétaire d'un restaurant réputé. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants et rêvèrent d'adopter. Quand j'ai vu leur visage, quand j'ai lu leurs lettres, j'ai su qu'ils t'aimeraient comme je ne pourrais jamais t'offrir de l'être. Les larmes coulaient sur ses joues maintenant. Je ne t'ai pas abandonné par manque d'amour, Étienne. Je t'ai abandonné parce que je t'aimais trop pour te condamner à la misère. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait la prendre dans mes bras, une autre voulait la chasser de ma vie pour toujours. Je suis resté là, paralysé par des émotions contradictoires. Elle a repris son travail en silence, essuyant ses larmes du revers de la main. Le gratin continuait à cuire, dégageant un parfum qui éveillait en moi des sensations que je ne comprenais pas. Quand il a été prêt, elle m'en a servi une portion sans un mot. J'ai goûté, et quelque chose s'est brisé en moi. Ce goût. Je le connaissais.
Pas consciemment, pas intellectuellement, mais quelque part dans les profondeurs de ma mémoire, ce goût existait. C'était le goût des 3 premiers jours de ma vie. Le goût de l'amour d'une mère qui allait me perdre. J'ai reposé ma fourchette, incapable de continuer. Il y a des chemins que l'on choisit de prendre et d'autres qui nous sont imposés par la vie. Parfois, ce n'est qu'en acceptant de regarder notre passé en face que nous pouvons espérer avancer. Si cette histoire vous touche, c'est peut-être parce que vous aussi, vous portez des questions sur les choix qui ont façonné votre existence. Restez avec nous pour découvrir la suite de ce récit. Le temps passait et ma relation avec Thérèse évoluait lentement, maladroitement. Nous ne parlions pas beaucoup de notre passé, mais une forme de complicité s'installait malgré tout. Je la regardais travailler différemment maintenant, cherchant dans chacun de ses gestes les traces de ce lien qui nous unissait. Pendant ce temps, le restaurant reprenait vie. Les critiques saluaient notre renouveau. Le guide Michelin annonçait une visite prochaine pour réévaluer notre étoile, peut-être même en accorder une deuxième. Les réservations affluaient. Mais au milieu de cette renaissance, une ombre planait. Grégoire, mon associé, celui qui m'avait présenté Thérèse, commençait à montrer son vrai visage. Un après-midi, il m'a convoqué dans son bureau pour une réunion que j'imaginais routinière. J'y ai trouvé 2 hommes en costume que je ne connaissais pas. « Étienne », a dit Grégoire avec un sourire faux. « Je te présente messieurs Chen et Dubois, représentants du groupe Mondial Gastronomie. Ils ont une proposition intéressante à nous faire. » Le groupe Mondial Gastronomie était un conglomérat international connu pour racheter des restaurants en difficulté, les transformer en chaînes standardisées et licencier la plupart du personnel historique. Exactement le genre d'entreprise que mon père adoptif avait toujours refusé de fréquenter. « Monsieur Beaumont », a commencé l'un des hommes, « nous avons suivi avec intérêt le redressement de votre établissement. Nous aimerions vous proposer un partenariat qui vous permettrait de développer votre concept à l'international. » J'ai regardé Grégoire, incrédule. « Tu savais qu'il venait ?» Il a haussé les épaules. « Étienne, sois raisonnable, on a frôlé la faillite. Cette offre nous garantit une stabilité financière pour des années. » « Quelle offre exactement ? » L'autre homme a sorti un dossier. Nous rachetons 55% de vos parts. Vous gardez la direction créative, mais nous prenons en charge la gestion financière et l'expansion. Et le personnel ? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Il y aura naturellement une restructuration. Certains postes devront être optimisés. J'ai compris ce que cela signifiait. Licenciement massif, standardisation des recettes, transformation de la maison Beaumont en une chaîne sans âme. Et Thérèse, cette femme qui venait de sauver notre réputation, serait probablement la première à partir. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit en me levant. Grégoire m'a rattrapé dans le couloir. Étienne, ne fais pas l'idiot. C'est une opportunité en or. Les sentiments n'ont pas leur place dans les affaires. Les sentiments sont tout ce qui nous reste quand les affaires s'effondrent, ai-je répondu avant de m'éloigner. Ce soir-là, j'ai trouvé Thérèse dans la cuisine, comme toujours. Elle préparait une soupe pour le personnel, un geste qu'elle faisait chaque soir avant de partir. « Il y a un problème », lui ai-je dit en m'asseyant près d'elle. Je lui ai tout raconté. L'offre de Mondial Gastronomie, la pression de Grégoire, le dilemme moral qui me déchirait. Elle m'a écouté en silence, continuant à remuer sa soupe. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa cuillère et m'a regardé. « Ton père adoptif, Maurice, que ferait-il » La question m'a pris au dépourvu. Je me suis souvenu des conversations que j'avais eues avec lui, de ses valeurs, de son refus obstiné de compromettre la qualité pour l'argent. Il refuserait, ai-je admis. Sans hésitation. Alors pourquoi hésites-tu ? Parce que j'ai peur. Peur de tout perdre. Peur de décevoir tout le monde. Elle s'est approchée de moi et pour la première fois a posé sa main sur la mienne. La peur n'est pas une raison pour trahir ce que tu es, Étienne. Je t'ai abandonné il y a 42 ans parce que j'avais peur. Et j'ai passé chaque jour de ma vie à le regretter. La confrontation avec Grégoire est venue plus vite que prévu. 3 jours après la réunion avec Mondial Gastronomie, il m'a présenté un ultimatum. Soit je signais l'accord de partenariat, soit il vendait ses propres parts au groupe, ce qui leur donnerait assez de poids pour me forcer la main. « Tu ne peux pas faire ça !» ai-je protesté. « Nous avons un pacte d'associés. » Il a ricané. Le pacte prévoit une clause de sortie en cas de désaccord majeur. Et crois-moi, c'est un désaccord majeur. J'étais piégé.
Grégoire détenait 30% des parts. S'il les vendait à Mondial, combinés aux parts qu'ils voulaient m'acheter, ils auraient le contrôle total. Ce soir-là, j'ai réuni le personnel pour leur expliquer la situation. Ils avaient le droit de savoir ce qui se tramait. Thérèse était là, dans un coin, le visage grave. « Nous faisons face à une tentative de rachat hostile », ai-je annoncé. « Je refuse de vendre, mais mon associé menace de le faire à ma place. Si cela se produit, beaucoup d'entre vous risquent de perdre leur emploi. » Le silence était pesant. Ces hommes et ces femmes travaillaient pour certains depuis des décennies. Ils avaient connu mon père, avaient grandi avec ce restaurant. « Chef Blanchard », a demandé l'un des cuisiniers. « Vous pensez qu'on peut faire quelque chose ?» Tous les regards se sont tournés vers Thérèse. Elle, qui n'avait jamais cherché à être sous les projecteurs, se retrouvait soudain au centre de l'attention. Elle s'est avancée lentement. « Je pense que ce restaurant a une âme qu'aucune entreprise ne peut acheter. Si nous restons unis, si nous montrons au monde ce que nous valons, peut-être que nous trouverons une autre solution. » Ces mots simples ont galvanisé l'équipe. Dans les jours qui ont suivi, chacun a redoublé d'efforts. La cuisine n'avait jamais été aussi inspirée, le service aussi impeccable. C'était comme si, face à la menace, nous avions trouvé une énergie nouvelle. J'ai contacté tous les investisseurs que je connaissais, cherchant désespérément une alternative à Mondial Gastronomie. La plupart refusaient, effrayés par les risques. D'autres proposaient des conditions encore pires. Un soir, alors que je désespérais de trouver une solution, Thérèse est venue me voir dans mon bureau. « J'ai quelque chose à te dire », a-t-elle annoncé en s'asseyant. « Quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. » Elle a sorti une enveloppe de son sac. À l'intérieur, il y avait des documents jaunis par le temps, des relevés bancaires, des certificats. Quand j'ai signé les papiers d'adoption, j'ai refusé l'argent que tes parents adoptifs voulaient me donner. Mais ils ont insisté pour ouvrir un compte à mon nom. Pendant 42 ans, ils y ont déposé de l'argent chaque mois. Je n'y ai jamais touché. J'ai regardé les documents, incrédule. Le compte contenait près de 800 000 €. « C'est ton argent », a-t-elle dit. « L'argent de tes parents. Je voulais te le rendre depuis que je suis arrivé, mais je ne savais pas comment. Maintenant, je sais. Utilise-le pour sauver le restaurant. »« Mais c'est votre argent », ai-je protesté. « Vous avez vécu modestement toute votre vie alors que vous aviez cette somme. » Elle a secoué la tête. Cet argent n'était pas le mien. Il était à l'enfant que j'avais abandonné. Et maintenant, il peut servir à sauver ce que cet enfant a construit. L'argent de Thérèse m'a donné le temps de respirer, mais pas de résoudre définitivement le problème. Grégoire, furieux de voir mes manœuvres dilatoires, a intensifié ses pressions. Il menaçait maintenant de porter l'affaire devant les tribunaux, arguant que je gérais mal l'entreprise. Un matin, il m'a fait parvenir une lettre recommandée. Une assignation en justice pour mauvaise gestion. S'il gagnait, il pourrait me faire démettre de mes fonctions de directeur général. « Tu joues avec le feu », m'a-t-il dit au téléphone. « Tu aurais dû accepter l'offre quand tu le pouvais. J'étais au plus bas. La perspective de perdre le restaurant, non pas par la faillite, mais par une bataille juridique, me terrifiait plus que tout. C'est Thérèse qui a trouvé la solution, de la manière la plus inattendue. Un soir, après le service, un homme âgé est entré dans le restaurant. Il avait l'air distingué, vêtu d'un costume sur mesure, mais son regard était empreint de mélancolie. Il a demandé à parler à la chef. Thérèse est sortie de la cuisine, intriguée. Quand elle a vu l'homme, elle s'est figée. « Jean-Pierre », a-t-elle murmuré. L'homme s'est approché d'elle. « Thérèse, je t'ai cherché pendant des années. Il s'est avéré que Jean-Pierre Moreau était le père biologique que j'avais tant détesté sans le connaître. L'étudiant en médecine qui avait abandonné Thérèse enceinte. Sauf que l'histoire était plus compliquée que je ne l'imaginais. Je n'ai jamais su que tu étais enceinte, a-t-il expliqué ce soir-là, assis avec nous dans le restaurant fermé. Ma famille m'a envoyé terminer mes études à Bordeaux du jour au lendemain. Ils ont intercepté toutes tes lettres. Quand je suis revenu, tu avais disparu. Il avait passé sa vie à la chercher, sans succès. Devenu chirurgien réputé, il n'avait jamais cessé de penser à elle. Mais ce n'était pas tout. Jean-Pierre avait fait fortune dans l'immobilier médical. Et quand il a appris l'histoire du restaurant, il a proposé quelque chose d'inespéré. « Je peux racheter les parts de ton associé, m'a-t-il dit, à un prix qu'il ne pourra pas refuser.
Et contrairement à Mondial Gastronomie, je n'ai aucune intention de changer quoi que ce soit. Ce restaurant est le projet de mon fils. C'est la moindre des choses que je puisse faire après toutes ces années d'absence. Mon fils, ces mots m'ont frappé. J'avais un père biologique maintenant. Un homme qui, malgré les circonstances, avait cherché ma mère pendant 4 décennies. Les négociations ont été rapides. Grégoire, appâté par une offre généreuse, a accepté de vendre. En quelques semaines, Jean-Pierre est devenu mon nouvel associé, avec la promesse de rester un investisseur silencieux. Le restaurant était sauvé, mais ma famille venait de se compliquer considérablement. Parfois, les réponses à nos questions arrivent d'où on les attend le moins. Les personnes que nous avons jugées peuvent se révéler bien différentes de ce que nous imaginions. Si cette vérité vous parle, c'est peut-être parce que vous aussi, vous avez des préjugés à dépasser. Restez avec nous pour découvrir comment cette histoire se termine. Les mois suivants furent une période d'adaptation difficile. J'avais soudainement une mère et un père biologique dans ma vie. 2 inconnus qui portaient pourtant mon sang. La situation était d'autant plus compliquée que mes parents adoptifs m'avaient laissé une vision très négative de mes géniteurs, sans jamais me donner les détails qui auraient pu nuancer cette image. Thérèse et Jean-Pierre, de leur côté, devaient apprendre à se connaître à nouveau après 42 ans de séparation. Leur retrouvaille n'était pas un conte de fées. Trop de temps avait passé, trop de vies avaient été vécues séparément. Jean-Pierre avait été marié, avait eu d'autres enfants. Thérèse avait traversé des décennies de solitude et de regrets. Un soir, après une journée particulièrement tendue, j'ai trouvé Thérèse seule dans la cuisine, pleurant sur un plan de travail. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en m'approchant. Elle a levé vers moi un visage ravagé par les larmes. « Je ne sais plus qui je suis, Étienne. Pendant 42 ans, j'ai été la femme qui avait abandonné son enfant. C'était ma croix, mon identité. Et maintenant, tout change trop vite. Jean-Pierre qui revient, toi qui me pardonnes, le restaurant qui réussit. J'ai l'impression de ne pas mériter tout ça. » Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Je comprenais ce qu'elle ressentait, parce que moi aussi, je me débattais avec mon identité. Je me suis assis à côté d'elle. « Thérèse, je ne vous ai pas encore pardonné, pas complètement. Mais je comprends maintenant que la vie n'est pas aussi simple que je le pensais. Vous avez fait un choix terrible, mais c'était un choix d'amour, pas d'égoïsme. Et ça change tout. » Elle m'a regardé avec une reconnaissance infinie. « Tu sais, quand je te cuisine un plat, c'est comme si je te donnais tous les repas que je n'ai pas pu te préparer pendant 42 ans. Chaque assiette est une lettre d'amour que je n'ai jamais pu t'écrire. » J'ai pris sa main, ce geste qui m'avait semblé impossible quelques mois plus tôt. « Alors continuez à cuisiner, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. » Les semaines suivantes, nous avons trouvé un équilibre fragile mais sincère. Jean-Pierre venait dîner au restaurant une fois par semaine, apprenant à connaître son fils à travers la cuisine de Thérèse. Nous avions des conversations maladroites, parfois douloureuses, mais toujours honnêtes. Un jour, il m'a montré une boîte qu'il gardait depuis des années. À l'intérieur, il y avait toutes les lettres qu'il avait écrites à Thérèse, jamais envoyées parce qu'il ne savait pas où elle était. Des dizaines de lettres qui racontaient sa recherche, son regret, son amour intact malgré le temps. « J'ai aussi des lettres », a murmuré Thérèse en sortant sa propre boîte. Des lettres que j'ai écrites à notre fils chaque année pour son anniversaire. Jamais envoyées, parce que je ne savais pas où il était. Nous avons passé la nuit à lire ces lettres ensemble. C'était comme reconstituer une histoire d'amour interrompue. Un puzzle dont les pièces avaient été dispersées par le destin. À l'aube, épuisés mais apaisés, nous avons compris que nous formions une famille. Pas une famille normale, pas une famille comme les autres, mais une famille quand même. Unis par le sang, séparés par les circonstances, et finalement réunis par la nourriture. Le guide Michelin a attribué une 2e étoile à la Maison Beaumont 6 mois après l'arrivée de Thérèse. La nouvelle a fait la une des journaux gastronomiques. On parlait du miracle lyonnais, de la renaissance d'un restaurant légendaire grâce à une cuisinière inconnue. Mais derrière les gros titres, la réalité était plus nuancée. Thérèse commençait à montrer des signes de fatigue. À 61 ans, après une vie de travail physique, son corps la trahissait. Des douleurs au dos, des mains qui tremblaient parfois, une fatigue chronique qu'elle essayait de cacher mais que je voyais de plus en plus. Un matin, elle s'est effondrée dans la cuisine. Les médecins ont diagnostiqué une maladie cardiaque avancée. Elle avait ignoré les symptômes pendant des années, trop occupée à survivre pour penser à sa santé. Le pronostic était sombre.
Sans opération, elle n'avait que quelques mois à vivre. Avec l'opération, les chances de survie étaient de 50%. Je me souviens de la conversation que nous avons eue dans sa chambre d'hôpital. Elle était pâle, diminuée, mais ses yeux gardaient cette flamme que j'avais appris à aimer. « Je ne veux pas de l'opération », a-t-elle dit calmement. « Quoi? Mais pourquoi ?» Elle a pris ma main. J'ai vécu 61 ans avec un cœur brisé. Pas physiquement, mais émotionnellement. Le remords, la culpabilité, le manque de toi. Depuis quelques mois, mon cœur a enfin trouvé la paix. Si je dois mourir maintenant, je mourrai heureuse. J'ai protesté, supplié, argumenté. Jean-Pierre, alerté, est venu ajouter ses propres arguments. Mais Thérèse était inflexible. « C'est mon choix », répétait-elle. « Laissez-moi partir dignement. » Finalement, après des jours de discussion, elle a accepté un compromis. Elle tenterait l'opération, mais à une condition. Si elle ne survivait pas, je devais promettre de continuer à cuisiner ses recettes, de transmettre son héritage culinaire aux générations futures. J'ai promis, les larmes aux yeux. L'opération a eu lieu un mardi matin. J'étais dans la salle d'attente avec Jean-Pierre, 2 hommes que tout aurait dû séparer mais que les circonstances avaient réunis. Nous ne parlions pas, chacun perdu dans ses pensées. Après 8 heures d'intervention, le chirurgien est venu nous voir. Son expression était indéchiffrable. « L'opération s'est bien passée », a-t-il annoncé. « Mais les prochaines 48 heures seront critiques. Ces 48 heures ont été les plus longues de ma vie. » Je restais au chevet de Thérèse, lui parlant même si elle ne pouvait pas m'entendre, lui racontant tout ce que je n'avais jamais osé lui dire. Je lui ai parlé de mon enfance, des moments de bonheur avec mes parents adoptifs, mais aussi des questions qui me hantaient. Je lui ai dit que je comprenais maintenant pourquoi elle m'avait abandonné, que je ne lui en voulais plus. Je lui ai dit que je l'aimais, ce mot que je n'avais jamais pensé prononcer. Le 3e jour, elle a ouvert les yeux. Thérèse a survécu, mais sa vie a changé. Elle ne pouvait plus travailler dans la cuisine comme avant, son cœur ne le supporterait pas. Elle est devenue consultante, superviseur, transmettant son savoir aux jeunes cuisiniers qui reprenaient le flambeau. J'ai appris à cuisiner, pas comme un chef étoilé, mais comme un fils qui perpétue l'héritage de sa mère. Chaque dimanche, je préparais le gratin du réconfort pour elle, ce plat qui m'avait nourri pendant mes 3 premiers jours de vie. Jean-Pierre et Thérèse ont fini par se marier, 43 ans après s'être rencontrés. Une cérémonie simple dans le jardin du restaurant, avec pour seul témoin le personnel de la maison Beaumont. Quand le prêtre les a déclarés mari et femme, j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Le restaurant a continué à prospérer. Nous avons ouvert une école de cuisine pour les jeunes défavorisés, en mémoire de ce que Thérèse aurait pu devenir si quelqu'un lui avait tendu la main à 18 ans. Des dizaines de jeunes y ont trouvé une vocation, une famille, un avenir. 3 ans après l'opération, Thérèse s'est éteinte paisiblement, dans son sommeil, à l'âge de 64 ans. Elle est partie un dimanche matin, après avoir mangé la veille le gratin que je lui avais préparé. Le jour de ses funérailles, le restaurant a fermé pour la première fois en 50 ans. Tout le personnel était là, ainsi que des centaines de clients qui avaient été touchés par sa cuisine. Jean-Pierre, brisé mais digne, m'a tenu la main pendant toute la cérémonie. Dans son testament, Thérèse m'avait laissé une lettre. La dernière d'une longue série qu'elle avait commencé à écrire le jour de mon abandon. « Mon cher Étienne », disait-elle, « si tu lis ces mots, c'est que je suis parti rejoindre les étoiles que ton père adoptif Maurice regardait avec moi depuis sa cuisine. Je veux que tu saches que ces dernières années ont été les plus belles de ma vie. Non pas parce que j'ai été reconnue comme cuisinière, mais parce que j'ai pu te connaître, te comprendre, t'aimer au grand jour. Je ne regrette pas de t'avoir abandonné. Ce choix t'a donné des parents merveilleux, une éducation, des opportunités que je n'aurais jamais pu t'offrir. Mais je regrette les 42 années de silence, les moments que nous n'avons pas partagés, les mots que je n'ai pas dits. Tu es ma plus belle création, Étienne. Plus belle que n'importe quel plat. Continue à cuisiner avec ton cœur, comme je t'ai appris. Et souviens-toi que dans chaque bouchée, il y a un peu de mon amour pour toi. Ta mère, pour toujours. Je cuisine encore aujourd'hui. Pas tous les jours, mais chaque fois que j'ai besoin de me sentir proche d'elle. Le gratin du réconfort est devenu ma spécialité. Le plat que je prépare pour les gens que j'aime. Jean-Pierre vient toujours dîner au restaurant une fois par semaine. Il a vieilli, mais son regard s'illumine chaque fois qu'il goûte un plat qui lui rappelle Thérèse. Nous parlons d'elle souvent, partageant des souvenirs,
riant de ses manies, pleurant parfois de son absence. Le pardon, comme la cuisine, demande du temps, de la patience et beaucoup de courage. Mais quand il est enfin prêt, il a le goût de la liberté. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous des questions sur vos propres relations familiales, sur les non-dits qui pèsent sur vos épaules, alors prenez le temps de les affronter. La vie est trop courte pour porter le poids des secrets et des rancœurs. Cette chaîne existe pour rappeler que derrière chaque histoire de souffrance, il y a une possibilité de guérison. Que derrière chaque abandon, il peut y avoir un amour plus grand que les circonstances. Et que derrière chaque plat préparé avec le cœur, il y a une âme qui cherche à communiquer. Votre présence ici compte. Votre attention à ces récits compte. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous trouverez le courage de dire ces mots que vous avez trop longtemps gardés pour vous. Car c'est ainsi que le monde change. Un pardon à la fois, une vérité révélée à la fois, un amour retrouvé à la fois.